On vous souhaite la bienvenue. Vous êtes en train d'arriver sur le nouveau lien. Excusez-nous pour le bug technique qui vient de Zoom. N'hésitez pas à réagir dans le chat prévu sur Zoom. Mettez-nous votre prénom et déjà peut-être votre profession, puisqu'on a à la fois des professionnels du web, des experts du web et également des personnes qui s'interrogent sur la conformité, notamment sur les mesures d'audience aujourd'hui. Donc, mettez votre prénom. Mettez votre fonction et puis vous pouvez déjà poser des questions puisqu'on a notre support dédié qui est là pour réagir. Je vais faire l'introduction et je vais le redire pour les personnes qui vont arriver au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à nous mettre toutes vos informations dans le chat et votre fonction et vos questions, bien sûr. Vous êtes nombreux à arriver. On va laisser moins 2-3 minutes le temps que tout le monde arrive. On vous précise qu'on a eu un bug technique, mais tout est en live depuis 30 secondes. Et bien sûr, on va aborder notre webinaire sur la mesure d'audience Google Analytics. Oui, bienvenue à tout le monde. Bonjour et merci de votre patience. On a quelques minutes de retard, mais voilà, ça y est, tout le monde arrive. Peut-être que Déborah, on peut peut-être se présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis ensuite, on va attaquer tout de suite sur la décision de Google Analytics pour voir un petit peu les enjeux et les impacts que ça a sur vos sites Internet, votre métier si vous êtes expert du web, et puis parler des solutions concrètes et alternatives que nous, on vous conseille en tant qu'expert du web. Déborah, peut-être qu'on commence par toi. Dis-nous qui tu es. Alors avant juste de me présenter, n'hésitez pas à dire si vous avez des problèmes de son, de caméra, de connexion. Vous nous dites tout. Sarah, du côté de la technique, va y répondre. Alors, bienvenue à tous sur ce webinaire sur les mesures d'audience Google Analytics en lien avec le RGPD. Je vais me présenter tout de suite. Je suis Déborah Donnier, je suis chef de projet web depuis 12 ans, expert notamment sur WordPress. J'ai choisi la solution WordPress pour différentes raisons et au fur et à mesure des années, je me suis spécialisée dans cette solution et notamment dans l'accompagnement global des entrepreneurs et des TPE-PME sur leur stratégie digitale et la construction de leur site web. J'ai connu Élise il y a à peu près 4 ans, on va dire, sur un besoin personnel, sur un projet de santé naturelle qui a fait que depuis 4 ans, on ne se quitte plus et on a fusionné nos compétences pour avoir un accompagnement global pour nos clients. Donc, Élise Guillaudis. Oui, Déborah, donc c'est vrai qu'on se connaît depuis un petit moment maintenant. Donc moi, je suis avocat conseil et je suis expert du droit du web. Donc mon métier, c'est d'accompagner les petites entreprises essentiellement à gagner la sérénité juridique lorsqu'elles ont des projets sur le web. Les projets, ou une activité sur le web, donc c'est très large. Ça va de la conformité des sites internet, des sites vitrines, les e-commerce, les plateformes de référencement de contenu, la sécurisation de votre projet logiciel si vous en avez un. Donc voilà, mon métier, c'est vraiment tous ces sujets juridiques et d'essayer de voir sur le web comment on peut gagner la sérénité et la sécurité juridique. Est-ce que Aurélien, si tu peux activer ton son et ta caméra, peut-être que tu pourrais te présenter directement. Bonjour Aurélien. Est-ce qu'Aurélien… Bonjour. Voilà, on t'entend. Super. Ah bon, c'est bon, nickel. Du coup, Aurélien Denis, donc consultant et développeur WordPress depuis 2010. Donc, j'accompagne tout type de clients sur donc, des problématiques de conception de site web sur WordPress, que ce soit de l'hébergement à la maintenance, en passant par le développement. Et donc, dernièrement, on a pu échanger avec Élise et Déborah sur les problématiques donc, liées au RGPD et à Google Analytics. Donc, ravi de pouvoir apporter mon éclairage technique aujourd'hui lors de ce webinaire. Oui, merci Aurélien de te joindre à nous. C'est vrai on a fusionné nos expertises d'experts du web, à la fois sur les aspects juridiques et techniques, et c'est pas peu de le dire. On a vraiment bossé le sujet depuis plus d'un mois pour essayer de comprendre quel était le problème que posait Google Analytics, est-ce qu'on pouvait continuer à l'utiliser, et puis en fait, on s'est rendu compte que ça devient de plus en plus compliqué. Donc voilà, c'était bien de pouvoir travailler, de co-construire et de co-réfléchir ensemble pour aussi aujourd'hui faire ce webinaire à 3. Pourquoi cette réunion aujourd'hui? Vous l'avez vu très certainement dans notre vidéo, dans notre article assez complet, puisque beaucoup de clients et beaucoup de collaborateurs experts du web nous ont remerciés pour cette actualité. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une décision
le 12 février dernier, si je ne me trompe pas, Ouais. par la CNIL, qui a dit en gros, pour la faire simple, que Google Analytics n'était pas du tout conforme à la réglementation en lien avec les données personnelles qui transitent entre la France, l'Europe, les US. La réglementation RGPD. Exactement. Voilà, donc en effet, cette décision de la CNIL, elle a quand même eu un impact très, très fort dans le monde du web. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les experts du web ne sont pas tous unanimes sur comment analyser cette décision de la CNIL et comment se positionner par rapport à Google Analytics. Est-ce qu'on arrête de l'utiliser? Est-ce qu'on continue à l'utiliser? Il n'y a pas une unanimité des positionnements des experts du web. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire. C'est pour réfléchir et voir ensemble. Donc, ça peut être intéressant dans les questions-réponses aussi de voir aussi le positionnement de certains experts du web par rapport à nous, notre réflexion sur ce sujet-là. Donc, moi, du coup, sur cette décision de la CNIL, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer assez rapidement qu'est-ce qu'a dit la CNIL finalement à propos de Google Analytics, d'accord, pour que vous compreniez bien au plan juridique qu'est-ce qui pose problème à la CNIL et aux autorités européennes. Et puis après, du coup, on va ensuite parler des solutions alternatives. Peut-être avant de parler de la décision de la CNIL, Déborah, tu peux peut-être nous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas vraiment ces sujets très techniques, ce que c'est Google Analytics. Qu'est-ce que c'est que cette solution Google Analytics? À quoi ça sert? On a un public qui est quand même expert du web, donc je pense que ça va vous parler. Mais pour nos clients ou personnes qui ne sont pas experts du web, peut-être que Google Analytics, c'est peut-être chinois un peu pour vous. Si je vous dis mesure d'audience, ça vous parle forcément. Donc, Google Analytics permet de suivre des statistiques de fréquentation et de performance de votre site. Donc, vous l'avez forcément entendu, puisqu'à chaque fois qu'on crée un site internet, on se dit on va mettre Google Analytics pour voir, entre guillemets, tout ce qui se passe, tous les visiteurs, etc. Et techniquement, on ajoute un script à l'intérieur de votre site pour aller justement récupérer ces informations et ces données. Je vous la fais courte pour que ce soit ultra efficace et rapide pour vous. Peut-être qu'on peut rappeler aussi ce que c'est une donnée personnelle. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on parlait du RGPD, de la réglementation sur la protection des données personnelles. Donc, on est bien sur la protection des données personnelles. Alors, c'est quoi concrètement une donnée personnelle? C'est une information qui permet de remonter à monsieur et madame tout le monde. Donc, soit c'est une information qui vous permet de l'identifier directement, son nom, son prénom, soit ce sont des informations qui permettent indirectement de remonter à la personne. Et donc là, ça va viser les informations de connexion, par exemple. Et en fait, on se rend compte que la solution Google Analytics, qui est donc une solution de mesure d'audience, qui permet de mesurer l'audience et la performance d'un site internet ou d'une application, cette solution-là, elle va collecter en fait des informations personnelles des internautes qui naviguent sur le site internet. Donc, du coup, cette solution de mesure d'audience, elle est concernée par le RGPD, cette fameuse réglementation sur la protection des données personnelles. Du coup, vous identifiez un peu mieux ce que c'est Google Analytics. Vous avez entendu parler du RGPD, donc forcément, ce qui est les données, le secret, la légalité, enfin, voilà, un peu tout ça. Donc, notre question principale, c'est Google Analytics et le RGPD. Est-ce que vraiment, il y a un danger à continuer et utiliser cette solution de mesure d'audience ou pas? Donc, le but, c'est de vous informer en détail sur ce qui se passe. Et en fait, pour répondre à cette question qui est super importante, pour vraiment comprendre s'il y a un vrai danger ou si finalement c'est un peu du pipeau et on va pas tous mourir demain, l'idée, c'est vrai que ce qui est important, c'est de bien comprendre finalement ce qui pose problème à la CNIL. Tant qu'on n'a pas bien compris la décision de la CNIL, on ne peut pas prendre une bonne décision, est-ce qu'on arrête Google Analytics ou pas, d'accord? Et on ne peut pas du coup apprécier les dangers de cette décision par rapport à Google Analytics. Donc, pour revenir sur cette décision de la CNIL qui est assez longue, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, la décision de la CNIL, c'est une décision de mise en demeure. En fait, elle a visé plusieurs gestionnaires de sites Internet qui utilisaient cette solution de mesure d'audience Google Analytics. Et elle a mis en demeure ces gestionnaires de sites d'arrêter d'utiliser cette solution. Donc, c'est la version actuelle de Google Analytics qui est visée dans la décision. Donc, c'est Google Universal Analytics. Oui. Elle leur a donné 1 mois pour arrêter de le faire. Et donc, à défaut de respecter cette décision, la CNIL pouvait prendre des sanctions à l'encontre de ses gestionnaires. Donc, en fait, la CNIL, il y a plusieurs arguments dans sa décision. Mais pourquoi elle a considéré que la solution Google Analytics violait le RGPD?
On va dire qu'il y a 3 points essentiels qui ont été retenus par la CNIL. Premier point, déjà la CNIL nous dit que cette solution de Google Analytics, elle collecte bien des données personnelles des internautes qui naviguent sur vos sites. Donc ça, ce n'est pas une surprise, on le savait déjà, mais enfin, elle l'a quand même précisé. On va dire, elle a commencé par préciser le fait que Google Analytics collecte bien des données personnelles des internautes. Deuxième point qui est important, c'est que la CNIL nous confirme, nous dit dans cette décision que finalement, le fait que en fait, cette solution transfère, elle collecte les données des internautes et ensuite elle les transfère vers ces serveurs qui sont situés aux États-Unis. Donc, on appelle ça au plan juridique un transfert de données en dehors de l'Union européenne. Donc, la CNIL vient dire dans sa décision que cette solution collecte nos données et ensuite va les transférer vers les serveurs des États-Unis. Et évidemment, la CNIL rappelle que les transferts de données en dehors de l'Union européenne, et notamment vers les États-Unis, c'est possible, mais à condition que ce soit encadré. D'accord ? Pourquoi il faut que ce soit encadré ? Parce qu'en fait, le RGPD, cette réglementation, elle protège les données quand elles sont dans le territoire de l'Union européenne. D'accord ? Donc, dans tous les pays membres de l'Union européenne. Dès lors que les données, elles partent à l'étranger, dans un pays tiers à l'Union européenne, du coup, ce sont les lois de ce pays qui vont s'appliquer. Si les lois sont bonnes, elles sont aussi protectrices que le RGPD, pour faire clair, exemple la Suisse, là, tout va bien, il n'y a pas de problème pour qu'il y ait un transfert de données vers la Suisse. Mais si les lois du pays en question ne sont pas protectrices en fait, des droits des personnes, exemple la Chine, et exemple les États-Unis, puisqu'en fait, on sait maintenant depuis 2 ans que les lois américaines, en tout cas d'un point de vue des autorités européennes, ne sont pas suffisamment protectrices des droits et voies de recours des personnes. Donc, en fait, ça pose un problème, les transferts de données vers les États-Unis. Et c'est ça, en fait, qu'on savait déjà depuis 2 ans, puisque la Cour de justice de l'Union européenne nous l'avait dit, qu'il y avait un problème avec les États-Unis, avec les lois américaines. Et la CNIL, en fait, vient confirmer qu'il y a vraiment un problème avec ces lois américaines. Donc, ce qu'elle dit, la CNIL, dans sa décision, c'est qu'il faut que, on va dire que l'entreprise qui exporte les données en dehors de l'Union européenne mette en place des garanties appropriées pour protéger les données, donc protéger contre les lois qui ne sont pas forcément bien protectrices des droits et des voies de recours. Donc, la CNIL, par rapport à Google Analytics, elle dit qu'en fait, Google a bien mis en place les garanties appropriées pour encadrer, pour protéger les données dans le cadre de ces transferts. Mais ce qu'elle dit surtout, et c'est ça qui est important, et c'est le 3e point de la décision, et c'est le point finalement le plus important à retenir de la décision de la CNIL, en fait, la CNIL, elle considère que les mesures d'encadrement qui ont été mises en place par Google pour protéger les données dans le cadre de ces transferts de données ne sont pas suffisantes. D'accord ? Donc, notamment dans les conditions contractuelles de Google, on voit que Google s'engage à protéger les données dans le cadre de ces transferts, etc. Donc, elle l'écrit en fait dans ses documents juridiques. Elle a fait appel à des avocats qui ont rédigé les choses. Donc, mais la CNIL, elle dit que ce n'est pas suffisant en fait d'écrire dans un texte, de promettre en théorie que tout va bien se passer. Non, ce qu'elle veut, c'est que dans les faits, concrètement, Google mette en place des vraies garanties pour protéger les données personnelles dans le cadre de ces transferts. Et en fait, le problème, c'est qu'aux États-Unis, on se rend compte que les renseignements américains demandent très régulièrement à Google, mais à d'autres entités, d'autres GAFAM, d'avoir accès à nos données en tant qu'internaute. Et en fait, Google, elle n'a pas d'autre choix que de répondre favorablement aux demandes des services de renseignement américains et donc transmet nos données. Et elle ne le fait pas qu'une fois tous les ans, elle le fait de manière régulière en fait. Donc, il y a des transmissions de nos données en tant qu'Européens aux services de renseignement américains. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est ce qui pose problème aux autorités européennes et à la CNIL. C'est qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est que Google Analytics n'a pas suffisamment mis de dispositifs réels pour empêcher ou vraiment limiter ces accès à nos données par les services de renseignement américains. C'est ça, en fait, le problème. Et s'il y a bien un sujet qu'il faut retenir dans cette décision de la CNIL, s'il y a bien une question, c'est celle-ci. Donc là, le but, c'est d'expliquer la décision, c'est d'expliquer ce qui se passe d'un point de vue justement légal, juridique, et bien sûr, on viendra aux solutions alternatives et on répondra à vos questions après. Ouais, c'est vrai que cette décision, alors elle est rendue à propos de la version actuelle de Google Analytics, mais c'est vrai qu'on se rend compte, si on extrapole un peu, que finalement, ce problème de services de renseignement américains qui vont aller récupérer nos données, ce problème-là va se poser pour d'autres solutions américaines. On parle peut-être de Facebook,
de Microsoft. Il y a plein d'autres solutions potentiellement qui sont concernées aussi par ces problèmes de transfert. Mais là, il se trouve que la décision de la CNIL, elle porte sur la version actuelle de Google Analytics. Et elle vient nous dire cette solution-là de Google Analytics, dans sa version actuelle, elle viole le RGPD. Parce qu'il y a des transferts de données, et ces transferts de données ne sont pas suffisamment encadrés malgré les mesures de chiffrement, de pseudonymisation, d'anonymisation de l'adresse IP que nous promet Google Analytics. En fait, la CNIL se rend compte que tout ça, c'est un peu du flou. C'est pas que c'est du pipeau, mais un peu quand même. Et que, in fine, en fait, les données peuvent être captées en clair par les services de renseignement américains. En fait, c'est ça la finalité. Donc voilà. Du coup, la question qui se pose, c'est que toutes les personnes là qui nous écoutent et pros du web ou on va dire nos clients qui sont dans la santé naturelle, mais pas que, dans le BTP ou dans la restauration, est-ce que vraiment Google Analytics aujourd'hui, c'est totalement illégal, il faut arrêter tout de suite ou il faut utiliser d'autres choses ou voilà, c'est impossible à utiliser? En gros, est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Alors en fait, je dirais qu'au plan juridique, ce n'est pas totalement illégal et impossible d'utiliser cette version-là actuelle de Google Analytics, la version universelle. Donc, ce n'est pas totalement impossible. Par contre, si on veut continuer à utiliser cette version, il va falloir qu'on mette en place des mesures juridiques complémentaires. Donc, en fait, il va falloir donner une information et obtenir un consentement de l'internaute supplémentaire à ce qui est déjà prévu en matière de traceurs, parce qu'en fait, la solution de Google Analytics utilise des traceurs. Et donc, ce n'est pas totalement impossible, mais du coup, si on veut vraiment l'utiliser, ça va devenir très compliqué. Peut-être, Déborah, on peut projeter ce qu'on avait mis dans notre vidéo et dans notre article. Concrètement, en fait, si on veut continuer à utiliser Google Analytics en l'état comme ça, ça supposerait de mettre une ligne supplémentaire dans votre bandeau cookie. Donc, on vous l'a mis ici. Là. Donc là, c'est un bandeau cookie qu'on pourrait retrouver sur un site Internet où on va d'abord avoir déjà la première ligne qui est déjà celle exigée, la mesure d'audience, voilà, les cookies nécessaires et permettant ou facilitant la communication du site. Ça, souvent, les sites en utilisent. Et là-dessus, il n'y a pas de problème au niveau réglementaire. Après, ce que nous disent les textes, c'est que quand on utilise des traceurs de mesure d'audience de type Google Analytics, il faut informer et obtenir un consentement de l'internaute, un consentement express. Sinon, les traceurs, donc la solution de mesure d'audience, ne doit pas tracer la personne. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Donc ça veut dire que l'internaute, il doit pouvoir accepter déjà cette première ligne, mesure d'audience Google Analytics. Et puis ensuite, et ça, ce serait la nouveauté, suite à la décision de la CNIL, il faudrait rajouter une troisième ligne sur les transferts de données vers les États-Unis pour informer qu'il y a des possibles transferts de données des internautes vers les États-Unis, informer du risque que ça peut comporter ce transfert pour les droits des personnes, et puis obtenir un consentement, j'accepte, je refuse, sur cette information-là particulière. Donc, ça veut dire que pour pouvoir tracer avec du Google Analytics, il va falloir avoir 2 niveaux de consentement dans le bandeau cookie. Donc, on se rend compte finalement que ça devient très, très compliqué. Déjà, au niveau marketing, les bandeaux cookies, je sais que certains experts du web s'arrachent les cheveux parce que c'est compliqué, parce que dès lors que l'internaute refuse, on ne peut plus le tracer. Donc, on ne peut plus véritablement jauger, mesurer l'audience de notre site réellement en temps réel. Donc, c'est compliqué. D'ailleurs, pour cette parenthèse sur le bandeau, on a fait notamment un article avec Élise sur mon site des designs et qui relie avec l'article d'Aurélien sur quelle solution de bandeau liée à WordPress, parce que nous, on est expert WordPress. Est-ce que vous utilisez GDPR Cookie Consent? Est-ce que vous utilisez Compliance, Acceptio? On a fait une étude comparative, donc on vous le recommande à le lire. Vous aurez le lien dans le chat parce que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ce bandeau-là, on l'a déjà mis en place avant. Donc, c'est un step numéro 2 par rapport à la réflexion. C'est juste une petite parenthèse pour rappeler. Donc, les experts du web qui nous écoutent là aujourd'hui, leur rôle par rapport à leurs clients, donc parce qu'ils gèrent les sites de leurs clients souvent, leur rôle, c'est de les informer en fait qu'il y a une actualité réglementaire importante sur Google Analytics. Et puis, si le client veut continuer coûte que coûte à utiliser Google Analytics, ça veut dire qu'il va falloir mettre à jour l'information et le recueil de consentement des internautes, notamment à travers le bandeau cookie et aussi par rapport à une charte d'information sur les cookies. Donc, ça veut dire qu'il y a des actions juridiques à mettre en place pour mettre à jour ces informations et ce consentement.
Donc, vous voyez, c'est assez contraignant. Et puis, comme on a une décision de la CNIL qui vient se positionner sur cette solution-là de Google Analytics, bah, clairement, pour nous, demain, si vous n'avez rien fait sur votre site, vous continuez à utiliser Google Analytics comme ça, et que vous n'avez pas mis en place l'information et le consentement supplémentaire, pour moi, vous prenez un risque de sanction. Alors oui, la CNIL ne va pas sanctionner tous les sites qui ne sont pas en conformité parce que matériellement, elle ne peut pas le faire. Mais après, il y a un risque de contrôle et de sanction. Parce que là, on a une décision précise sur ce sujet-là. Donc, de notre point de vue, il y a un risque réel de sanction si jamais on ne met pas en place des actions correctives. Et il y a Voilà. effectivement beaucoup de personnes, que ce soit des collaborateurs experts du web ou des clients à nous, qui disent mais vous prenez trop la tête, ça va changer, il va y avoir des modifications, Google va certainement se mettre en conformité, il va y avoir des accords. Oui, on entend. Après, nous, ça fait partie de notre éthique et nos valeurs en tant qu'experts du web, mais pas que. Donc après, à vous de vous sentir aussi bien. Enfin, je pense que si vous êtes là aujourd'hui dans le webinaire, c'est que vous aussi, vous avez la même réflexion et la même approche que nous. Je pense qu'on donne déjà beaucoup, on a eu déjà beaucoup de mensonges de façon générale sur l'usage du web, donc autant être presque à 100% dans cette continuité. Du coup, la question, forcément, on ne peut plus l'utiliser, on peut l'utiliser d'une manière un peu compliquée, on l'a compris. Ça serait quoi les solutions alternatives à tout ça? C'est la question qu'on s'est posée. Bah oui, c'est sûr que pour nous, clairement, notre parti pris, c'est d'arrêter d'utiliser cette solution pour nos sites et arrêter de le conseiller à nos clients. Clairement, nous, c'est notre positionnement et Aurélien, il nous dira aussi ce qu'il en pense, mais il a le même point de vue que nous. Après, moi, je connais des experts du web qui, par exemple, là, il y a la prochaine version Google Analytics version 4 qui déjà est déjà disponible et qui est destiné à remplacer la version actuelle de Google Analytics à partir de 2023, je crois. Il y en a qui carrément utilisent cette version-là. Donc, mais cette version nouvellement, donc cette version 4, pour moi, elle ne règle pas le problème des transferts de données. Elle améliore en effet la maîtrise et la protection des données personnelles, très certainement. Mais de mon point de vue, sauf si j'ai raté une information et peut-être que des experts du web pourront nous répondre là-dessus, de mon point de vue, Google 4 ne règle pas ce problème des transferts de données. Alors, il se trouve que quand même, si on veut coûte que coûte continuer à utiliser Google Analytics, on pourrait se dire, bon, bah, mon conseil, si vraiment vous voulez continuer avec Google Analytics, c'est de basculer sur la 4. C'est mieux que la version actuelle, d'autant qu'en plus, c'est la version actuelle qui est visée par la décision de la CNIL. Donc, voilà, je dirais que quitte à rien faire et vouloir continuer sur Google Analytics, basculer sur la 4. Oui, puis c'est la même logique que quand vous mettez à jour votre site WordPress, on ne vous dit pas de rester dans 10 versions antérieures ou la mise à jour de votre ordinateur, que ce soit Apple ou Microsoft. Donc, dans la logique, oui, faites la mise à jour. La problématique est beaucoup plus dense sur ceux qui ne sont pas au courant. Donc, OK, on voit vos questions et ça en y répondra. Et aussi les experts qui ont tout un business autour de Google Analytics. Donc, forcément, c'est ces questions qui se posent. Nous, de manière professionnelle, on s'est creusé la tête avant de vous livrer nos solutions. On a fait appel, on travaille très régulièrement avec Aurélien aussi, qui est technicien WordPress, et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à nos clients? Parce qu'on ne peut pas vous dire, ça, c'est plus légal. Bon, bah, tranquille, hein, faites votre vie. Non, ce n'est pas le but, et on a cette valeur et cette éthique. Comme solution, nous, on a identifié Matomo. Il y en a plusieurs qui existent, hein, mais nous, en tout cas, on l'a identifié. On vous la recommande parce qu'on l'a aussi testé. Et c'est là que Aurélien intervient aussi il a été précurseur là-dedans. Il a mis les mains dans le cambouis en bon expert et il s'est dit, bah voilà, en fait, je vais l'installer et je vais le mettre en place. Donc, on peut peut-être demander à Aurélien ce qu'il en pense, mais peut-être juste ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la CNIL référence sur son site internet une quinzaine de solutions de mesure d'audience qui d'ailleurs ont l'avantage de permettre d'être exemptées du consentement dans le fameux bandeau cookie dont on parlait tout à l'heure. Donc elles sont référencées et elles ont cet avantage-là à condition qu'on les configure correctement. Donc, c'est parmi ces solutions-là aussi qu'on est allé regarder. Et peut-être, Aurélien, tu peux peut-être rebrancher ton micro pour nous dire un peu le travail que tu as fait. Hein, parce que toi, tu allais fouiller, tu allais vérifier, tu allais checker les solutions du marché. Et de ton point de vue, et ça a confirmé ce que nous on pensait, hein, que Matomo, c'est de loin, visiblement, la solution la meilleure, en tout cas, comme étant alternative à Google Analytics.
Oui, alors tout à fait. L'idée, quand la décision de la CNIL est tombée, de mon côté, ça a été de trouver rapidement une alternative pour proposer des solutions qui soient légales auprès de mes clients et surtout de finalement adopter une position, on va dire, plus radicale, de se dire qu'on ne peut pas avoir des décisions de long terme qui fluctuent au fil des décisions politiques des différentes institutions. Donc, on ne peut pas changer tous les 3 à 6 mois d'outils d'analyse statistique, ce n'est pas viable. Donc, dans cette perspective-là, ben, l'idée, ça a été de creuser, de regarder voilà, tout ce qu'il y avait sur le marché. C'était un sujet qui tournait beaucoup au niveau de l'écosystème web en général, mais aussi au niveau WordPress, puisque le parallèle avec WordPress que je vais faire juste après avec Matomo, il est intéressant parce qu'il y a des similitudes. Dans tous les cas, il y a plusieurs solutions qui sont… on n'est pas obligé, donc j'ai vu une question dans le chat là-dessus. Non, on n'est pas obligé d'utiliser Google Analytics. C'est un peu la solution par défaut aujourd'hui pour 80% des sites web parce que c'est gratuit. Ça, il faut bien le dire, et que c'est Google, donc c'est hyper connu, et qu'il y a tout un tas de services et tout un écosystème autour de Google Analytics. En revanche, en alternative, il y en a donc des payantes, il y en a des gratuites et open source. On ne va pas se cacher, aujourd'hui, les solutions alternatives aussi complètes et sérieuses qu'un Google Analytics, de mon point de vue, je peux me tromper, il y a peut-être des gens ici qui en ont développé d'autres tout aussi complètes. De mon point de vue, en tout cas, ça va être la solution Matomo, alors qui était connue effectivement comme Piwik il y a quelques années. Le nom Piwik existe toujours, je crois, mais pour une solution commerciale, je crois aussi de Matomo. Donc, Matomo est une solution qui ressemble à WordPress sur la philosophie. C'est une solution qui est open source, ça veut dire que le code source est ouvert. Donc, des développeurs peuvent venir contribuer à cette plateforme, à la différence de Google où je ne peux pas, moi, développeur, demain, aller voir le code de Google et voir comment c'est fait, le décortiquer et proposer des choses, à moins de travailler directement pour eux. Donc ça, c'est dans la philosophie open source, c'est très intéressant. Ensuite, c'est une solution qui, de base, on peut se télécharger, elle est gratuite, on peut la tester soi-même. Et on va voir justement avec cette slide les différentes façons d'essayer Matomo. Et c'est une solution qui, si je ne dis pas de bêtises, est française à la base et qui maintenant est devenue internationale et qui est utilisée par un petit pourcent du web, mais c'est l'acteur qui est en concurrence frontale. Donc, le chemin est long, effectivement, si on veut se passer de manière plus globale des services de Google pour les raisons évoquées tout à l'heure par Élise, puisqu'au-delà du business de Google, qui est de l'exploitation des données personnelles et donc que c'est utilisé aussi par les services américains, c'est tout simplement de l'espionnage industriel de masse qui est fait. Et au-delà de ça, que vous soyez une petite ou une grande entreprise, une start-up par exemple dans le web, vous allez être victime un jour ou l'autre d'espionnage industriel et vous ne le saurez pas forcément. Ça ne concerne pas que les autres, quoi, comme on a souvent tendance à le croire. Donc, on est tous concernés par cette question. Au niveau de Matomo, pour en revenir à Matomo, il y a plusieurs approches. Bon, moi, je les ai toutes testées sur le plan technique pendant de nombreuses semaines. Comme vous voyez sur la slide, il y a déjà le cas le plus basique d'utilisation, c'est de se dire, vous avez un site WordPress, vous pouvez installer une extension, donc un plugin en anglais, et qui va vous permettre d'avoir Matomo à l'intérieur de votre WordPress. Alors moi, ça, c'est une solution que je ne conseille pas forcément parce que finalement, vous allez mettre un peu sur la même base de données votre outil de statistique et votre système de gestion de site web. Donc, en cas de défaillance serveur, en cas de piratage, en cas d'erreur de manipulation, vous avez un peu mis les œufs dans le même panier. Ça va aussi poser potentiellement, selon la puissance de votre serveur, des problèmes de performance, puisqu'un outil d'analyse, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Alors, ça va être fonction du trafic, mais malgré tout, voilà, vous mettez un peu tout au même endroit. Donc, après, ça reste la solution la plus facile, puisque finalement, vous installez une extension et c'est censé fonctionner et vous allez avoir de la statistique dans votre back-office de WordPress. Donc, voilà, donc ça, c'est la solution la plus basique et gratuite aussi pour démarrer. Après, si on veut être sur des solutions, on va dire, un peu plus sérieuses, professionnelles, disons, là, vous allez avoir les deux autres approches qui sont l'approche cloud ou l'approche en auto-hébergé. Là encore, pour ceux qui connaissent WordPress, on peut faire un parallèle.
Si vous avez votre propre site WordPress auto-hébergé, eh ben, la solution qui coïnciderait le plus, ça serait de faire du Matomo auto-hébergé. Donc, même concept, vous installez Matomo sur un serveur et après, ben, vous pouvez le connecter à un ou plusieurs sites. Sinon, ben, vous avez aussi l'approche cloud qui est de dire, ben, moi, je ne veux pas m'embêter avec la technique, je vais payer un acteur, en l'occurrence Matomo qui propose une offre commerciale ou un autre prestataire qui peut aussi revendre Matomo. En tant que prestataire du web, je peux revendre Matomo. Donc, pour les agences qui nous écoutent, il y a un système de marque blanche chez Matomo qui existe. Et donc, dans la philosophie, vous avez le droit de faire ça. Donc, bon, après, vous n'avez pas forcément un intérêt, mais pourquoi pas. Donc, l'approche cloud, ça va être de dire, moi, je vais payer un peu comme vous avez aujourd'hui Google Analytics qui est sur du cloud. En gros, c'est dans le nuage. Vous avez une plateforme, vous avez un login et un mot de passe. Eh bien, là, vous pourriez aussi avoir un compte Matomo dans le cloud. Vous récupérez le code de tracking et via une extension WordPress qui est différente de la première ou via une extension SEO ou même une extension de gestion de bandeaux, eh bien, vous pourriez injecter le script dans votre site. Alors, je vous rassure, ce n'est pas très compliqué, c'est un copier-coller. Voilà. Donc, au niveau de ce n'est pas plus compliqué voilà, de mettre Google Analytics sur son site que de mettre un Matomo. Alors, en revanche, si vous êtes sur l'approche auto-hébergée, eh bien, à ce moment-là, c'est plutôt pour les prestataires web qui voudront proposer Matomo à tous leurs clients. Là, l'idée, c'est d'installer Matomo en tant que plateforme sur votre infrastructure serveur et d'ajouter de nouveaux sites et de nouveaux comptes utilisateurs donc pour vos clients. Et après, à vous, dans le cadre d'une conception de site web, d'aller rattacher ce site-là à votre plateforme. Là, le gros avantage, c'est que vous êtes maître de vos données. Vous ne transmettez pas vos données à des tiers, sous réserve de les héberger en France tout de même, ça c'est quand même mieux. Vous avez une possibilité de mise à l'échelle illimitée, il n'y a pas de limite, vous pouvez avoir 200 sites, 2000 sites, après c'est une question de capacité de votre serveur. Et vous pouvez du coup voilà, fournir ce service en complément, voilà, ça apporte une brique supplémentaire dans votre offre, donc c'est plutôt intéressant commercialement. Et aussi techniquement, il y aura quand même des aspects de performance à prendre en compte, puisque si vous avez, je ne sais pas, 100 sites et que ces 100 sites génèrent 1000 visiteurs par jour de trafic, ça fait 100 000. Et du coup, ça fait 100 000 hits sur votre serveur qui va gérer l'analyse statistique. Donc, faites très attention à ces aspects performance pour ne pas ralentir indirectement les sites de vos clients si les deux serveurs ne peuvent pas s'interroger correctement. Voilà. Bon, là, je passe un peu outre sur ces aspects performance, mais c'est un gros point qu'il faut tenir compte dans le choix. Donc, si vous avez un petit site, allez sur la solution extension. Si vous voulez avoir un site vous avez déjà du trafic et que vous l'utilisez à but professionnel et il y a une importance stratégique dans l'analyse de données, peut-être que la solution cloud à partir de 19 € de chez Matomo ou de chez un autre acteur peut être intéressante pour vous parce que ça sera simple à déployer. Et si vous êtes plutôt un acteur du web et que vous voulez déployer ça pour l'ensemble de vos clients, clairement, la solution auto-hébergée sera celle que je vous conseillerais et c'est celle que moi, je vais utiliser à titre personnel pour mes clients depuis quelques mois maintenant. Voilà. C'est exactement ça, c'est que nous deux, en tant qu'experts, on a pris cette décision, mais d'autres collaborateurs ont décidé d'ouvrir une offre supplémentaire, comme un abonnement, comme une option en plus dans votre forfait de téléphone, dans n'importe quoi. C'est une autre approche. Nous, on estime qu'on fournit ça à nos clients qui sont en maintenance préventive. Si vous avez besoin d'informations sur la maintenance préventive, on pourra vous expliquer ça dans les questions-réponses. Mais effectivement, ça va être cette valeur ajoutée puisque en entretenant notre site, on est venu de ce constat-là, donc on est dans l'auto-hébergement, on va proposer à nos clients qu'on entretient déjà cette solution-là. Découvrir un site, c'est comme prendre une voiture, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur dans le moteur, c'est souvent compliqué. Mais moi, j'ai eu des personnes, des collaborateurs, des techniciens qui ont testé l'extension, ça rame pas du tout, ça fonctionne bien, d'autres où ça rame énormément. Nous, on est d'accord avec Aurélien qu'on aime bien isoler les choses, surtout que là, c'est des données. Donc, pourquoi les joindre? Bon, il y avait le même principe sur des solutions d'emailing à un moment donné dans l'historique de WordPress. On ne va pas citer l'extension, mais voilà, c'est une approche qui est différente. Vous pouvez choisir celle qui vous convient. Il y a plein de possibilités. Et effectivement, ça va dépendre aussi du taux de visite. Il y a un point qui est important, c'est que c'est de l'exemption de consentement dans le listing. C'est-à-dire que selon la possibilité, enfin l'option que vous allez prendre, vous ne pouvez pas être exempt de consentement. Je m'explique, c'est-à-dire de ne pas demander à la personne
Tu as planté? Plutôt clair. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Et le deuxième point intéressant en termes de fonctionnalité, c'est que si vous avez peur de perdre vos datas qui viennent de Google, il y a un script qui permet en fait de réimporter la donnée depuis Google Analytics. Alors, il n'y a pas 100% des fonctionnalités qui sont équivalentes, donc on n'a pas 100% de la donnée réimportée à l'identique. Malgré tout, ça m'a permis de récupérer de nombreuses années de données. Donc ça, un prestataire web peut vous accompagner sur ces questions-là. Donc, voilà, en termes d'équivalence de fonctionnalité, on est vraiment à un bon niveau. Après, forcément, ce n'est pas une solution qui va être 100% gratuite. À l'instar de WordPress, vous allez avoir des extensions qui vont vous permettre de compléter la solution, des extensions qui seront payantes et d'autres gratuites. Et dans les payantes, vous aurez par exemple une extension de compatibilité avec WooCommerce, avec des campagnes d'ads, avec des systèmes de tag manager. Le tag manager, il est gratuit, pardon. Ça, c'est natif. Vous pouvez faire du tag manager sur Matomo comme sur Google. Donc, vraiment, il y a on est vraiment sur un très, très haut niveau de fonctionnalité avec du temps réel, par exemple, aussi, de la géolocalisation. Et donc ça, après, c'est des fonctionnalités qu'il faudra bien configurer d'un point de vue RGPD. Et l'avantage de Matomo, c'est qu'il est vraiment pensé pour le RGPD, où quand on le configure, en fait, il y a des notices d'utilisation très claires qui disent, selon ce que vous cochez ou pas dans les réglages, c'est bien ou pas d'un point de vue RGPD. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment bien configurable et appréciable et beaucoup plus simple de mon point de vue. Voilà. Donc, les fonctionnalités, après, il y a peut-être des usages très avancés que vous ne retrouverez pas sur Matomo par rapport à un Google Analytics. Malgré tout, je pense que vous pouvez le pousser très, très loin et vu que c'est extensible, voilà, comme vous l'auriez sur un WordPress. Merci Aurélien pour ces éclairages techniques. Ce que je propose, c'est, après une nouvelle coupure, de passer aux questions-réponses. Alors, je vais peut-être répondre aux questions juridiques qui ont été posées dans le chat dans un premier temps, peut-être. Alors, j'ai vu qu'il y a un commentaire qui a été fait sur l'accord politique que la présidente de la Commission européenne vient de signer. Alors, c'est quoi cet accord? Donc, c'est un accord politique, d'accord, de principe, qui a été annoncé il y a quelques jours par la présidente de la Commission européenne avec les autorités américaines. Cet accord de principe, c'est venir dire, bon, il faut qu'on règle le problème sur cette question de la non-possibilité de transférer les données vers les États-Unis. Pardon. Donc, c'est ça, en fait. Il y a une volonté politique de régler le problème. Et donc, de venir quelque part, parce que le problème, il a été posé il y a 2 ans par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, et donc à invalider l'accord qui est le Privacy Shield, qui nous autorisait jusqu'à il y a 2 ans à faire ces transferts de données vers les États-Unis. Depuis que cet accord n'est plus valide, on ne peut plus le faire dans ces conditions. Donc là, l'idée, c'est finalement de mettre en place un nouvel accord Privacy Shield qui vienne nous autoriser à continuer à faire ce qu'on faisait il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est sur une volonté politique. Ça fait 2 ans que c'est le bazar. Et de mon point de vue, il n'y a pas encore déjà, en tout cas, d'accord juridique, d'accord, qui a été scellé, négocié, etc. Donc, il n'y a pas de document. Et puis voilà, combien de temps il va se passer entre cette annonce politique et la mise en place de cet accord effectif? Franchement, j'en sais rien. Ça fait déjà 2 ans, en fait, qu'on attend. Moi, je ne pense pas qu'il faille attendre et espérer que dans 1 mois, le sujet va être réglé et que du coup, ça va aussi régler le problème de Google Analytics parce qu'il y a l'accord politique européen, l'accord juridique européen, puis après, il y a la question de Google Analytics. Donc, vous voyez, ça fait plusieurs étages et je pense qu'il faut encore attendre au moins 1 année, je crois, avant d'espérer voir un problème résolu. D'ailleurs, je vais faire le pont avec Catherine qui nous disait « Que dit l'Europe à ce sujet? Alignement de la CNIL sur les institutions européennes ». Oui, la CNIL, en fait, qui est l'autorité de contrôle française, elle est alignée avec ce que considère… en fait, elle ne vient que rappeler ce que considèrent les autorités européennes sur ce sujet-là. Donc, tout le monde au niveau européen est aligné. D'ailleurs, on a un juge allemand, on a aussi… des instances en Autriche en Autriche, Google Analytics est complètement interdit. Donc, on a des décisions qui ont été rendues dans un certain nombre de pays européens qui viennent en fait traduire la volonté européenne. Donc, on est tous alignés.
au niveau européen sur ces problématiques-là. Enfin, tous, en tout cas, il n'y a pas de discordance de point de vue sur ce sujet. On va répondre aussi aux questions un peu techniques. Là, je vois une des dernières questions sur Google Search Console. Est-ce que c'est tout Google qui est interdit? Non. Si vous avez des G Suite, si vous avez d'autres solutions, là, on est vraiment dans la mesure d'audience, donc c'est important de le préciser là-dessus. On est d'accord? Oui, en fait, là, l'idée, c'est de se dire, là, notre webinaire, il porte sur la solution, la version actuelle de Google Analytics. Donc, évidemment, la question des transferts de données personnelles hors UE, cette question-là se pose dans d'autres solutions que vous pourriez utiliser ou d'autres solutions de Google, d'ailleurs, hein, évidemment. Mais là, il faut raisonner à isopérimètre, c'est-à-dire sur la base de la décision qui a été rendue par la CNIL en février et qui vient dire que cette version-là de la solution Google Analytics viole le RGPD. Donc, de mon point de vue, c'est sur cette solution-là qu'il faut mettre en place les actions correctives. Je Déjà, trouve commencer par ça. la remarque de Géraldine sur le fait que des personnes ont été bloquées sur Google Ads, puisqu'en fait, c'est les outils, normalement, il faut Analytics pour faire fonctionner Google Ads, qui est les versions payantes du référencement. Je ne sais pas si toi, Aurélien, tu as une réponse là-dessus, parce que Google Tag Manager, je sais qu'on peut le faire l'équivalent sur Matomo, mais Ads, effectivement, peut-être que ça bloque. Pour moi, il n'y a aucune raison qu'il y ait eu des blocages à ce niveau-là. Après, c'est des cas particuliers. Il faudrait regarder campagne par campagne. Ce sont que des codes JavaScript. On peut très bien avoir un code Matomo plus un code de suivi Google Analytics sur un même site. Ce n'est pas recommandé pour des questions de performance et de fiabilité de l'analyse. Malgré tout, sur des phases de transition entre deux outils, c'est ce qui va être recommandé. Donc après, qu'il y ait un blocage particulier, Google n'aurait aucun intérêt à faire ça, mais encore une fois, je peux pas, ça va être du cas particulier. Donc je dirais a priori, il n'y a pas de raison qu'ils fassent ça, et puisqu'on est maître de son site aussi, et ils ont intérêt à ce que les gens continuent à payer pour faire des campagnes, mais il peut y avoir d'autres raisons plus techniques qui viendraient expliquer un éventuel blocage. Donc ça se regarde. Là, je n'ai pas la réponse très précise sur ça. Concernant la question sur Google Search Console, pour moi, ça ne devrait pas avoir d'impact sur de notions de données personnelles, puisqu'en fait, on ne leur donne pas. C'est Google qui, en fait, crawl le web et analyse le site. Donc, que vous lui donniez ou pas, en fait, que vous activiez ou pas Google Search Console, Google a déjà la donnée, en fait. C'est lui qui a crawlé le web. Et après, c'est qu'un accès à sa data à lui que vous récupérez. Donc, à la différence de Analytics, où c'est là où c'est vous qui lui donnez un accès à votre site. Donc, pour moi, là, il y a une différence fondamentale. Après, il y a peut-être du transfert de données beaucoup plus minime sur la gestion de compte utilisateur éventuellement qui serait faite. Mais pour la gestion de site, pour moi, ça ne posera pas de souci sur ça. Oui, et puis on peut rebondir aussi sur la question de Myriam, sur le transfert des données, sur les sauvegardes de sites via des outils Google. Mais il n'y a pas que Google, il peut y avoir d'autres outils comme des solutions de sauvegarde qu'on utilise beaucoup dans WordPress. Donc là, c'est pas le même sujet dans le sens que ce n'est pas la mesure d'audience, mais c'est quand même un sujet important parce que oui, il y a des données qui transitent hors UE. C'est toujours pareil, les histoires de backup, en fait, de mon point de vue, c'est impossible d'utiliser des solutions de type cloud qui ne soient pas certifiées, qui ne garantissent pas, du moins à minima, que ça reste dans le pays et qu'il y ait une étanchéité, alors à minima juridique, au mieux technique, parce que tout ce qui est dans le cloud, de mon point de vue, on peut très facilement le transvaser d'un data center à un autre. Par des fois même des manipulations d'acteurs en interne qui n'auraient pas conscience de ces aspects juridiques. Donc, non, tout ce qui est sauvegarde, donc c'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais tout ce qui est sauvegarde, ça ne doit pas être dans le cloud. Une bonne sauvegarde, elle n'est pas chez Google, elle n'est pas chez Microsoft, elle n'est pas ailleurs, quoi. Puisque dans votre sauvegarde de site, vous allez avoir vos bases de données et vous allez avoir vos données personnelles, typiquement les comptes utilisateurs de vos sites, ça peut être les comptes clients avec les commandes sur un site e-commerce. Ça peut être les listes d'emailing que vous auriez stockées dans votre site. Donc, pour moi, c'est clairement un no-go d'avoir des backups de type Google, quoi. D'où l'important aussi d'avoir recours à un webmaster qui va gérer tout ça, parce que c'est extrêmement important. Laurent nous dit, ne suffirait-il pas que Google stocke nos données sur leur centre de données européen pour régler le problème? Et d'ailleurs, il y avait une question sur l'anonymisation aussi. Oui, alors en fait, la question de Laurent, elle est importante parce que c'est une question qui revient couramment. Et en fait, on croit que parce que les données sont stockées au repos sur des serveurs européens, parce que Google a des serveurs en Europe, et en fait, Google a des serveurs partout dans le monde, je crois, mais ce n'est pas parce que c'est stocké au repos en Europe que pour autant, ça règle le problème.
Pourquoi? Parce que Google a un pied au niveau de sa structure juridique aux États-Unis. Dès lors que vous avez dans un groupe une filiale qui a un pied aux États-Unis, les lois américaines s'appliquent. D'accord? Donc déjà, ça veut dire que les services de renseignement américains peuvent exiger que vous transmettiez des données. Donc déjà, vous n'aurez pas la possibilité de vous asseoir sur les lois américaines puisque vous devrez les respecter en tant qu'acteur ayant un pied aux États-Unis. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des données sont stockées au repos sur des data centers en Europe que pour autant, il n'y a pas des transferts parfois de données personnelles vers d'autres serveurs qui sont situés ailleurs qu'en Europe. D'accord? Donc, le stockage au repos, c'est une chose. Les transferts de données peuvent se faire même s'il y a un stockage au repos dans un data center localisé. Pour Google, donc GA4, Google Analytics 4, Benjamin nous disait si la solution anonymise les adresses IP, quel serait le point bloquant du coup? Déjà, dans la version actuelle, on a cette fonction d'anonymisation de l'adresse IP. Mais cette fonction d'anonymisation, en tout cas, la CNIL a dit qu'elle a interrogé Google en fait sur cette fonction-là, qu'on retrouve dans la 4, la version 4 de Google, pour savoir si réellement on était au sens de la CNIL, une anonymisation des données. Et en fait, les réponses de Google ne l'ont pas convaincu. Parce qu'en fait, Google n'a pas réussi à dire clairement à partir de quand elle anonymisait les données. Ici, c'était vraiment une vraie anonymisation, au sens, une fois que c'est anonymisé, je ne peux plus remonter jusqu'à la donnée en clair, quoi. Et en fait, la CNIL dit, si ça se trouve, cette anonymisation, elle intervient après que le transfert des données vers les serveurs américains ait lieu. D'ailleurs, en fait, la preuve en est que les services de renseignement américains accèdent à des données en clair. Donc, ça veut bien dire que Google, par des mesures de déchiffrement, ou je ne sais pas comment elle fonctionne, elle peut, par des moyens techniques, déchiffrer, désanonymiser. Et donc, du coup, on n'est pas vraiment, sur le plan juridique, sur l'anonymisation, comme l'exige la CNIL. Parce que seule une mesure d'anonymisation, au sens réel du terme, permet de dire qu'il n'y a plus de données personnelles, en fait. Et donc, on règle le problème. Mais ce n'est pas ce que fait Google. D'accord? Donc, en fait, cette fonction-là, elle n'est pas suffisante. On va essayer de répondre à plein de questions pour faire un éventail de réponses. Sabrina demandait, est-ce que quand je crée mon site Internet, je suis obligée d'installer Google Analytics? Ça, j'ai répondu tout à l'heure. Oui, mais je le redis bien parce que c'est revenu plusieurs fois. En fait, non, c'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas mesurer l'audience, vous ne le mettez pas. C'est comme pour les cookies, mais ça revient à ce qu'on avait déjà tourné dans les séries de web-séries vidéo. C'est à vous de voir ce que vous allez créer sur votre site. C'est totalement possible, comme Aurélien sur son propre site, il n'a pas de bandeau parce que justement, il n'a pas de cookie ou traceur qui demande d'avoir un consentement. Et donc, je fais le parallèle avec Matomo puisque une personne nous a demandé comment on est exempt de consentement avec Matomo. Donc, tu peux y répondre, Aurélien, si tu veux. Alors oui, effectivement, il y a un avantage assez intéressant à utiliser Matomo qui pourrait vous intéresser également, c'est de basculer en mode exempté, c'est-à-dire que selon une configuration qui doit respecter des directives de la CNIL, ce n'est pas hyper compliqué, mais ça se fait, vous pouvez configurer Matomo de telle façon qu'il n'y a plus besoin de recueillir le consentement de vos utilisateurs pour recueillir de la donnée statistique. Donc, sous réserve de bien le configurer, moi, c'est ce que j'ai fait pour mon site. J'ai complètement basculé donc, de Google Analytics vers Matomo. Et donc, je n'ai plus l'obligation de demander de mettre un bandeau cookie donc, pour demander le consentement sur cette partie d'analyse web. En revanche, si vous avez d'autres outils qui analysent, je pense à du pixel Facebook, ça peut être à du dépôt de cookies par des tas d'autres scripts dans votre site, et bien dans ce cas-là, le bandeau cookie restera obligatoire pour demander le consentement pour ces solutions-là, mais sur la partie analyse statistique via Matomo, ça ne sera plus obligatoire. Alors, le gros avantage, au-delà du fait de ne plus avoir de bandeau dans certains cas, c'est surtout que vous allez récupérer 100% de l'échantillon, enfin, ce n'est même plus un échantillon, c'est 100% de votre trafic sera de nouveau analysé. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai constaté sur les sites de mes clients, c'est qu'en moyenne, 50% à 60% du trafic via Google Analytics n'est plus analysé en raison de ce bandeau cookie qui demande le consentement. Ce qui fait qu'on se retrouve à stocker de la donnée qui est peu fiable,
pas forcément du coup très qualifiés, à moins de considérer que ceux qui acceptent sont des potentiels clients sur un site. Ça reste très vague. Donc, c'est plus trop pertinent. D'autant plus que Google de base ne fournit qu'un échantillon déjà à l'origine. Il n'y a pas 100% du trafic qui est analysé sur un site. Et Matomo, lui, du coup, prend le contre-pied. Et du coup, avec ce mode d'exempté, j'ai récupéré 100% de l'analyse de mon trafic. Donc, je ne suis plus aveugle. Et donc, ça fait plaisir puisque voilà, je peux à nouveau avoir des données qui parlent de manière beaucoup plus fiable, mais dans une configuration de Matomo qui a suivi donc les directives de la CNIL. Alors, je vous rassure, on ne se prive pas de très grosses fonctionnalités en faisant ça. Les fonctionnalités qu'on a dû couper, ça va être l'analyse en temps réel avec la géolocalisation pour savoir où sont les gens sur une carte en temps réel. Bon, à moins d'être derrière Matomo toute la journée, pas grand intérêt. Et ça va être vraiment d'anonymiser correctement les données pour éviter de faire de l'analyse sur les utilisateurs. Donc, dans un site qui n'est pas e-commerce, le mode exempté ne pose pas de réels soucis, tant sur le plan marketing que technique, dans la mise en œuvre. Et du coup, c'est plutôt un bonus de récupérer ça, quoi. Il y a eu plein de questions autour de tout ce qui était légal, juridique, plus technique. On vous laissera revoir notre replay, enfin voir notre replay pour le coup, puisque des personnes sont arrivées en retard. On ne peut pas déborder plus que ça parce que le timing est précis. Il y a des personnes qui partent aussi en rendez-vous, en déjeuner, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Donc, on vous enverra le lien. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à contacter les personnes respectives au feeling, à l'expérience, ou sur l'aspect plus technique, etc. On vous met toutes les informations ici on vous on vous partagera tous les liens qu'on a dit au fur et à mesure, donc sans problème. Vous avez été des pros du web, vous avez été nos clients, des utilisateurs du web, hein, des sites web ou autres. Donc, on a essayé de répondre à un maximum de questions. On répond le plus simplement possible parce que c'est un sujet qui n'est pas facile à comprendre. Même nous, on a mis des années à se mettre dedans. Élise nous a formés, reformés là-dessus. Donc, bien sûr, on est disponible par mail sur notre site ou alors sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour vous répondre. Bah oui, n'hésitez pas surtout si vous avez des questions complémentaires à nous contacter. Si vous voulez mettre Matomo en passant par Déborah, par toi Aurélien ou par des partenaires, parce qu'on n'a pas parlé, mais on a un partenaire notamment qu'on a mis leur offre, la Dame du Web, qui propose aussi une solution sur l'auto-hébergement de Matomo. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous poser vos questions et aussi les experts du web qui nous écoutent. Si vous avez des solutions alternatives qu'on ne connaîtrait pas, hein, qui pourraient voir le jour ces dernières semaines, et n'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est bien aussi de pouvoir fusionner les contributions et enrichir les savoirs qu'on peut avoir sur les solutions du web. Oui, et puis notre article qu'on a publié est à l'instant T au mois de mars. Si dans 6 mois, il y a des choses qui évoluent, on actualisera l'article et bien sûr, on vous tiendra informé de ce qui se passe. Merci à tous, en tout cas, de votre compréhension, parce qu'on a eu quelques problèmes techniques pendant ce webinaire. Et puis, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous tous. Merci Aurélien. Merci Aurélien. Merci à Sarah du côté du chat. Et puis, nous, on se retrouve bientôt sur un prochain webinaire. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.